Cet après-midi, dans Mille et une vies, nos invités nous expliqueront quels sentiments profonds les a poussés à faire un choix courageux et souvent difficile, celui du changement de vie. Je démissionne et du coup c'était t'es un fou. Dans les années 80, Davina donne des cours de gym avec une amie dans une salle de sport. Contactée par une chaîne de télévision, Davina devient du jour au lendemain une star du petit écran. Ça a fait un tel succès immédiat qu'il y a eu 12 millions de téléspectateurs. Ça a duré 7 ans. Mais à 40 ans, Davina connaît un événement tragique en perdant son seul et unique fils, le signe d'un nouveau départ. J'avais un très bel appartement. Je me suis dit, tout ça, il faut que j'arrête. En 98, le Dalai Lama vient en France. Tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est incroyable. J'ai eu ma réponse. En novembre 2015, Thomas est directeur de pub dans une agence lorsque Paris est frappé une nouvelle fois par les attentats. Ce drame est un déclencheur pour le jeune homme, musicien dans l'âme. J'ai eu une espèce d'électrochoc en me disant mais qu'est-ce qu'on aurait dit de toi en fait. Je voulais qu'on dise Thomas est mort et Thomas était pianiste. Hamza n'a que 28 ans, mais il a déjà été trader et contrôleur financier. Un parcours professionnel idéal pour certains, mais vide de sens pour ce jeune entrepreneur qui ne manque pas d'idées. Je me souviens, je me dis, mais en fait, Hamza, t'as jamais voulu faire ça. J'ai créé ma société, j'ai jamais eu aussi peu d'argent. Mais c'est vachement bien parce que je suis content de ce que je fais. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Stopper net une carrière toute tracée, larguer les amarres, changer de vie. Beaucoup en rêvent. Mes invités, eux, ont osé, alors qu'autour d'eux, bien, on les a pris parfois pour des fous. Pour leurs rêves, ils ont renoncé à des carrières de stars du petit écran, de traders dans la finance ou encore de publicitaires. Alors pourquoi décide-t-on un jour de quitter le confort pour se lancer vers l'inconnu? Comment se préparer à cette nouvelle vie? Et surtout, cette nouvelle réalité est-elle à la hauteur de leurs attentes? Des questions que je vais pouvoir poser à mes trois invités et à notre expert. Alors Davina, j'ai envie de dire, vous faites partie de ceux que la France connaît. J'ai l'impression que tout le monde vous connaît. Dans les années 80, vous donnez des cours de gym à la télévision. Et votre vie a changé. En plus, avant même que vous ouvriez la bouche, on le voit tout de suite. C'est quoi votre vie aujourd'hui? C'est une vie apparemment totalement différente du fait que j'ai quitté mes activités anciennes, mes activités ordinaires, je pourrais dire, pour entrer dans une vie beaucoup plus dédiée à la prière, à la méditation et à la réflexion. Vous dites, je suis non-bouddhiste? Je suis une nonne-bouddhiste, oui. D'accord, j'aime bien parce que vous le dites avec le sourire. Thomas, vous étiez publicitaire. Entre autres, oui. Et puis aujourd'hui, vous êtes pianiste de jazz. Et on verra à quel point ça correspond à ce que vous êtes vraiment. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez changé? Parce qu'il y a eu un déclic très identifié. C'est clairement les attentats qui ont eu lieu le 13 novembre 2015. J'aurais dû être dans plusieurs endroits où il y a eu les événements. Et par chance, j'étais à Vienne. Et un week-end musical en plus. Et en revenant en fait, de ce week-end, au début, je voulais pas rentrer. J'ai pris conscience, je me suis dit, c'est maintenant. Conscience de quoi? Qu'on peut partir tout de suite, tout à l'heure, maintenant, et qu'on laisse des souvenirs, qu'on laisse des choses pour les gens qui restent. Et j'avais pas envie de laisser l'image d'un publicitaire. Je voulais qu'on dise Thomas est mort et Thomas était pianiste. Bon, et vous êtes pianiste du coup? Absolument. On va voir comment vous avez procédé, parce qu'effectivement c'est un saut dans le vide incroyable. Hamza, vous étiez dans la finance. Alors c'est un monde mystérieux, évidemment tout le monde pense au loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Et on verra que pour des raisons éthiques finalement, enfin, il y aura les raisons en tout cas, à un moment donné vous vous êtes rendu compte que c'était pas votre truc. Vous faites quoi aujourd'hui? J'ai créé une société dans le dépannage à domicile. Donc je mets en relation des artisans avec des clients en leur garantissant une qualité de service. Donc je suis passé en fait d'un monde derrière un écran au remplacement de ballons d'eau chaude ou à des interventions tard la nuit pour aider des clients. Vous vous sentez plus heureux aujourd'hui? C'est sans commune mesure. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que j'échangerais ma place contre rien au monde. Bon, on va parler de ça dans le détail si vous voulez bien. Alors Pascal, merci d'être là, vous êtes psychologue. Et on va vous demander régulièrement de nous dire un petit peu quelle est la portée de ce que vivent nos invités, parce que je crois que c'est un pourcentage colossal. 75% des Français rêvent de changer de vie, mais évidemment, changer de vie, c'est l'inconnu. Donc il y a des peurs, on les confronte à nos peurs, et puis on regarde les autres, parce que vous confirmez tous les trois que finalement on vous a dit que vous étiez en train de devenir dingue. Absolument. Et que c'était un choix qui était
pas tout à fait rationnel. On a derrière tout de suite, de manière immédiate, des réticences et des craintes que les gens projettent sur nous en disant ça va être compliqué, tu vas voir, tu vas embaucher quelqu'un, tu vas voir, c'est super difficile, le premier salarié, alors qu'au final, ça s'est super bien passé. Bon alors Davina, moi je propose qu'on regarde quelques images de l'époque pour voir à quel point effectivement c'est un changement de vie radical. Bonjour. Alors, comment ça va les courbatures? Vous êtes content? De toute façon, les courbatures, c'est nécessaire. Il faut que vous en ayez. Ça prouve au moins que tout votre corps a commencé son travail de mise en forme. Et quelle forme! Allez, tout le monde en même temps, tout le monde ensemble, avec nous. Oui, allez-y, ne bâclez pas ce passage. Il est très important que vous le fassiez. Eh oui. Ça vous fait quoi quand vous regardez ça? Voilà, Et c'est la un bon compassion pour souvenir. celle que C'est vous un bon étiez. souvenir. Oui, j'ai beaucoup de compassion. Oui, ça c'est clair. Pour celle que vous Oui. étiez. Oui. Parce que vous étiez Oui, dans, de toute oui, façon, oui. vous étiez dans Oui. la transmission. Oui, j'ai fait quelque chose qui était un dérivé de ce que je faisais. En fait, moi, je suis danseuse classique. Ah, on va Et raconter, voilà. parce qu'effectivement, Ouais. on se dit, mais comment on en arrive Ouais. à faire ça? Avant qu'on vous découvre à la télévision dans les années 80, votre vraie vie, c'était quoi? Votre formation, en fait, c'était quoi? C'était la danse classique, Depuis l'enfance? depuis l'âge de 12 ans, en fait. Donc non, depuis l'enfance, c'était autre chose. C'était vraiment toute la culture spirituelle avec ma mère qui a été mon premier maître spirituel dans le bouddhisme et conjointement dans l'éducation catholique. Donc voilà, ça n'est donc pas incompatible. Et puis ensuite, ma mère qui était égyptologue mais en même temps très artiste a souhaité que je devienne danseuse classique. Donc je suis entrée au Ça n'était pas du tout votre choix? Non, je voulais être médecin, chirurgien, j'avais ça en tête vraiment. Je l'ai toujours d'ailleurs pour une prochaine vie, je me le réserve, ce plan de Remarquez, quand on est médecine. bouddhiste, on croit à la réincarnation, donc Oui, effectivement, absolument, oui. c'est 1001 vies, mais sur 1001 vies mais sur plusieurs voilà, générations. sur 1001 continents différents. Donc il y a vraiment beaucoup d'espoir. Mais en dehors de ça, à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix avec ma mère de devenir danseuse classique, je suis rentrée au Conservatoire national de Paris. Et après, je suis partie avec un autre maître c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré des gens incroyables, et notamment celui-là, qui était Jean Babilé, qui était un précurseur de la danse moderne, de la danse contemporaine, et qui était vraiment un artiste incroyable, qui nous faisait danser, par exemple, à l'Opéra de Rio, pieds nus. Vous savez, à l'époque, danser pieds nus, ça n'existait pas, hein, dans un opéra en tout cas. Et voilà, donc ça, c'est ce qui a été un point très très Donc fort. vous avez voyagé très jeune. Oui, tout à fait, voilà, avec des dispenses pour pouvoir arrêter les études, les reprendre après, etc. Alors, vous avez eu plusieurs vies. Première vie, 25 ans. Vous êtes quoi, prof de yoga? Oui, alors Et de j'ai choisi d'enseigner la danse, toutes les différentes formes de danse, et le yoga et le qigong, puisque le yoga, j'ai été initiée dès mon enfance au yoga. Alors, pour comprendre encore une fois votre parcours jusqu'à aujourd'hui, votre rencontre avec Véronique, ça se passe dans un de ses cours? Alors, je rencontre Véronique qui vient prendre des cours chez moi. Et là, je suis tout à fait, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire quelqu'un d'extraverti. Donc pour moi, je découvre le monde au travers d'elle, parce que j'étais plutôt très introvertie, moi. Et je découvre quelqu'un de compétitif, qui est donc dans la compétition, dans le sport. Or moi, le sport, ça m'a vraiment jamais rien dit. J'ai toujours détesté la gym. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas profond. Et donc, ce personnage m'a fascinée. Et puis, elle s'est vraiment accrochée, elle voulait apprendre toutes ces choses de danse moderne, contemporaine et tout ça. Et donc, je me souviens on louait des studios dans le Marais. Quartier à Paris? Oui. Pas le Marais Poitevin, c'est ça que je veux dire. Non, pas le Marais Poitevin. et là, je la faisais travailler. Et une grande amitié est née parce qu'elle était exactement l'opposé de ce que j'étais, et que j'ai donc évidemment beaucoup appris d'elle, puisqu'on apprend toujours beaucoup de ce qu'on n'est pas. Et voilà, et un jour j'ai eu envie, et aussi le souhait, c'est venu vraiment comme ça, comme ce qui serait intéressant, c'était de donner aux gens cette image conjointe d'une sportive et d'une danseuse, et de dédramatiser les cours, c'est-à-dire de laisser les cours ouverts à monsieur, madame, tout le monde, pour qu'ils viennent justement s'abreuver à cette source de bienfaits pour le corps et l'esprit. Donc ça, c'est l'idée pour, dans la vraie vie, donner un cours. Et là, on ne parle pas de télévision encore. Non, vous on avez ne parle pas l'idée de de faire télévision ensemble encore. un cours Oui, c'est particulier. ça. Voilà, exactement. D'abord, au début, ça marche comment?
Bah, au début, c'est amusant parce que j'ai fait faire des prospectus et tous les soirs, je vais sur le pare-brise des voitures mettre un petit prospectus pour que ça se sache quoi, qu'on était là. Et puis, ça a fonctionné comme ça avec des gens de notre famille qui sont venus prendre des cours et qui ont amené d'autres gens. Et très, très vite, ça a connu énormément de succès parce que c'était justement basé sur ce concept de danse où il y avait vraiment une étude de la danse, mais à des gens qui n'étaient pas du tout danseurs et qui découvraient la musique, une façon de faire, la grâce, des attitudes, et en même temps très lié au sport, avec la compétition, le dynamisme, etc. Donc c'est un peu allié à l'époque des années 80 et à la fois ça décomplexe les gens. Oui, voilà, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé quelque part dans cette formule-là. Et après, le succès de l'émission de télévision a confirmé justement Alors justement, mais ça. comment on passe d'un cours qu'on lance comme ça pour les amis au départ à la télévision? En fait, vous êtes remarqué par un magazine spécialisé? Voilà, il y a un magazine à l'époque qui vient pour faire une double page, quoi. Et finalement, on s'est retrouvé avec 17 pages parce qu'ils ont été fascinés par l'éventail de cours qu'on proposait aux gens. On proposait plein de formules différentes, donc ça correspondait à plein de gens différents. Et en plus, il y avait de la musique, c'était drôle, il y avait des vêtements... Pour des cours de danse, c'est normal. Ah là, oui, non, mais une musique qui n'était pas habituelle. Là, c'était de la musique disco. Ça n'existait pas du tout à l'époque. C'était preuve en est, c'est qu'après, j'ai une productrice de télévision très très connue qui est venue à la suite de la lecture de l'article et qui a dit mais ça, je suis très intéressée. Elle nous a fait venir dans ses bureaux de télé. À ce moment-là, c'était Antenne 2. Et elle nous a dit, voilà, moi, je reviens du Canada, donc voilà ce que je vous propose, mes petites. Vous allez vous mettre un juste au corps noir. On a une pianiste. Et c'est la réplique de ce que j'ai vu au Canada, ça marche très fort, vous allez faire ça. Et nous, on a dit, non, sûrement pas. Moi, le coup de la pianiste en noir et tout. Alors là, c'était vraiment blues, pas possible. Donc, j'ai dit non, je pense pas que ça peut être ça qui puisse intéresser les gens. Et Véronique, évidemment, encore moins, elle. Et donc, elle dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir des groupes. Et donc, on est allé dans le bureau de des groupes qui a dit, bon, écoutez, elles ont l'air tellement convaincues toutes les deux de ce qu'elles disent. C'était patron de la chaîne à l'époque. On va leur laisser une chance, on va tourner un pilote, et le pilote, on va le présenter. Mais on va pas se mettre à tout de suite programmer. Donc, on va dire zéro risque pour la chaîne, c'est ce qu'on appelle un one-shot dans le métier. Voilà, on en fait une pour voir. Ça a fait un tel succès immédiat, ce fameux dimanche matin, ce premier dimanche matin, qui a eu, ça a été un tollé général partout. Et donc, ce pilote, pour voir, il a été la première numéro 1 de l'émission, qui a duré 7 ans. 7 ans. Voilà. Et c'était tous les week-ends. C'était tous les week-ends, avec 12 millions de téléspectateurs. Donc et des records incroyables. Ouais. Incroyable, parce qu'à l'époque, il faut dire quand même qu'il y avait que 3 chaînes et que forcément, voilà. Mais enfin, c'était quand même une révolution. Les gens se levaient le week-end pour faire du sport. Oui, ou pour regarder en famille, les parents avec les enfants. Prendre un petit déj bien copieux en vous regardant faire du sport. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. Ça aussi, voilà, ça aussi. Et alors, comment vous, la discrète, puisque vous disiez j'étais introvertie, vous avez vécu cette notoriété? Il y avait des invitations, enfin, la vie qui va avec, c'est quoi? Oui, non, alors la vie qui va avec... Pour qu'on la compare avec celle d'aujourd'hui. Oui. Alors donc, autant j'ai appris de Véronique, à être, me sentir un peu plus à l'aise dans les contacts publics, autant j'ai jamais été une mondaine, j'ai jamais, moi, les dîners mondains, les façades, les masques qu'il faut mettre sur soi pour paraître ceci ou cela, parce que c'est la mode ou parce qu'il faut plaire essentiellement, ça, j'ai jamais pu. Donc vous avez pu y échapper même en plein succès. Non, oui, non, mais succès ou pas, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Et pas de quoi se prendre la tête. Alors on verra effectivement ce qui s'est passé pour que vous passiez de Véronique Davida, qui était presque un métier en soi que vous aviez inventé, non-bouddhiste aujourd'hui, avec effectivement cette joie qu'on peut lire sur votre visage. Thomas, vous, au départ, dans l'enfance, vous n'êtes déjà pas comme tout le monde, vous êtes déjà un citoyen du monde. Ah, tout à fait. Je suis né à Paris, je suis le premier Français de la famille, d'un père canadien, d'une mère australienne, qui se sont rencontrés à Zurich, en Suisse, en terrain neutre, et qui se sont rendus compte, en tombant amoureux, que leurs parents, à eux deux, donc, étaient de Prague, en République tchèque. Donc déjà, ça fait 18 Lelouch, 18 films. Voilà. Déjà. Ensuite, ils vont se fiancer au Danemark, et moi, je suis né à Paris. Ok. Et donc, du coup, cet enfant que vous êtes rêve de quoi pour plus tard? Éboueur, au début.
Le camion passait devant la maison, il y avait des lumières, il y avait des automates, enfin des boutons automatiques, etc. C'était une attraction en fait. À l'école, comment ça se passe? J'étais un peu en France et un peu en Australie. Donc je vivais le rythme scolaire français et le rythme scolaire australien, qui sont deux choses complètement opposées. Une anecdote qui me revient, c'est en Australie où j'ai dû rentrer à la maison parce que j'avais pas mon chapeau ou ma casquette, qui était obligatoire parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone là-bas, enfin très peu, énormément de cancer de la peau. Et donc dès qu'il fait plus de 40 degrés et plein soleil, les enfants sont obligés d'aller à l'école avec un couvre-chef. Et en France, en revenant, moi j'avais l'habitude de porter ce chapeau, il faisait beau, je suis arrivé, et puis à l'entrée, on me dit Ça va pas, non? vous enlevez ça tout de suite, sinon vous n'entrez pas dans l'établissement et vous aurez 2 heures de colle. Qu'est-ce que ça vous a appris, ça, finalement? Cette anecdote, elle nous dit quoi? Mais c'est la richesse des mondes, en fait. C'est qu'il n'y a pas une façon de faire ou bien faire, tout est question de contexte aussi. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et alors, le contexte fait que vous allez faire quand même des études de commerce. Alors avant ça, oui, je fais musique-études, le cycle où on va à l'école le matin et l'après-midi, on se consacre à la pratique musicale, au solfège, à l'harmonie. Donc là, on pourrait penser que ça va être votre vie. Et alors, en fait, Voilà, mais je bascule vers des études de commerce. pourquoi? Parce que j'aime le contact, et pour moi, le commerce, c'est du contact avant tout. Et école de commerce prestigieuse, là aussi, vous êtes à votre place. Je m'amuse, en fait, tant que je m'amuse, je continue. Et la musique a toujours une place dans votre vie à ce moment-là? Alors sur le côté, mais dans le CV, dans la case loisirs. Donc, votre premier poste, ça va être quoi, finalement, votre premier... Responsable commercial sur une zone déterminée en région parisienne pour un grand groupe d'agroalimentaire. D'accord. Ça se passe bien pour vous? Je m'amuse toujours, donc ça se passe bien. Et ensuite, le vrai gros poste, c'est toujours dans le domaine de la grande distribution, pour le numéro 1 mondial de la cosmétique, pour qui j'ai travaillé 2 ans. Et toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement, mais pas envie d'aller... de m'encastrer dans cette case, en fait. Toujours envie de découverte, d'autres choses, et de faire des rencontres. Et du fil en aiguille, en fait, les rencontres font les nouveaux postes. Du coup, comme ça, j'ai basculé vers la finance aux États-Unis pour une grande banque française. Puis en revenant en France, c'est comme ça que j'ai découvert aussi le milieu de la publicité. Mais alors, du coup, vous êtes dans cet univers-là, donc au début, école de commerce, commercial, la finance, la publicité. Mhm. Et donc, évidemment, la question, c'est la place de la musique dans votre vie pendant cette période-là. Mais elle est toujours sur le côté, mais aucun projet. Enfin, je joue, je m'amuse, je joue à des soirées, je joue à l'orgue pour des amis lors de leur mariage. Mais ça reste toujours vraiment cette activité de loisir sur le côté. Parce qu'à ce moment-là, toujours à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que c'était un rêve, mais que vous résignez, ou que vous ne prenez pas ça plus au sérieux que ça, parce que vous êtes happé par la vie? Tout le monde me dit « Ah, tu joues super bien, c'est super, tu devrais peut-être faire quelque chose. » Et puis moi, je me dis « Oui, effectivement, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est-à-dire? Est-ce que pianiste, c'est vraiment un métier? » On verra effectivement tout à l'heure comment ça se passe autour de vous quand vous décidez d'arrêter cette carrière brillante pour faire vraiment votre passion. Hamza, est-ce qu'on peut comprendre, avant de savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé dans la finance, dans quel univers vous grandissez, quelle famille, quelles valeurs? Alors, mon père et ma mère sont algériens, ils sont nés en Algérie. Je suis arrivé en France, j'avais 2-3 ans. Mon père travaillait en tant que chauffeur de taxi, ma mère gardait des personnes âgées, et moi j'étais à l'école, donc j'ai deux petites sœurs. Mes parents m'ont très tôt appris, m'ont très tôt fait comprendre que l'école était importante et que ce serait un moyen d'accéder à des postes à responsabilité. C'était vraiment l'élément fondamental. Quand j'étais par exemple au lycée et que j'avais des mauvaises notes, il m'est parfois arrivé de dire je veux pas de cadeau de Noël parce que finalement j'ai pas bien travaillé. À vous-même? Ouais, de moi-même. Ça a fait rire mes amis, mais sur le coup j'étais plutôt non mais c'est bon, c'est pas grave. Vous faisiez le faillot là. Non, c'est vrai. Après ça m'empêchait pas de ramener des mots sur mon carnet de correspondance, mais disons que j'avais intégré ces valeurs. Je suis passé de ZEP à un lycée parisien réputé. Donc une zone d'éducation prioritaire, un lycée. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un nouveau monde. On découvre une manière de parler, une manière d'être, une manière de se tenir, de sortir. Donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis là, un peu comme Thomas, je me suis dit, en fait, il y a plusieurs mondes. On franchit le périph' et on se rend compte qu'on découvre quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et là, je me fais un peu la promesse de jamais considérer que les choses seront toujours les mêmes, que j'ai raison, que j'ai tout vu. Découvrir plein de monde, ça veut dire découvrir plein de points de vue, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Donc, je fais mes études, je suis juste moyen parce qu'il faut que je compense le retard de la ZEP
à un lycée avec un très bon niveau, donc je redouble. Là, je fais pas les efforts nécessaires pour passer un bac S, parce que mon rêve, c'était d'être pilote. Donc je me dis, bon, bah, tu peux pas être pilote, qu'est-ce que tu peux faire ? Mes parents avaient un pressing à ce moment-là, donc j'avais passé pas mal de temps avec eux derrière la caisse. Donc je me suis dit, bah, le commerce, ça peut être une voie. Et je me suis dit qu'en créant un business florissant, bah, je pourrais un jour me permettre de payer des cours pour être pilote. Voilà. Donc en fait, je fais des études à l'université, une licence en économie et gestion. Et là, ma petite amie de l'époque me dit, pourquoi est-ce que tu passes pas des concours pour intégrer les grandes écoles ? Je me dis, bon, moi j'ai des bons résultats à la fac, ça va, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Donc finalement, je n'avais pas trop de difficultés. Je passe les concours d'admission et la seule école que j'ai, c'est l'EDEC. Là, la petite amie que j'ai encore sur place me dit, bah, pourquoi est-ce que tu fais pas l'apprentissage ? C'est un parcours qui dure 2 ans, dans lequel on fait 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et là, j'envoie des CV pour trouver un poste en apprentissage. Une centaine de CV. Une centaine de CV, je passe beaucoup de temps, j'essaie d'activer le peu de réseau que j'ai, et je trouve rien. Et en décembre, l'EDEC m'apprend que les inscriptions sont clôturées et que c'est trop tard. Donc, je me dis, oups, là, je décroche le téléphone et j'appelle la directrice de l'EDEC en lui disant, écoutez, j'ai passé un entretien à dans une grande banque française et peut-être que ça va le faire. Donc, est-ce que c'est toujours possible ? Et là, elle me dit, oui, si vous avez entrepris des démarches, on va pas vous couper l'herbe sous le pied. Donc, je me dis, il faut absolument que ça passe parce que c'est la seule option que j'ai. Je réponds à une offre de business analyst, assistant trader. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ouvre quelques livres pour essayer de préparer l'entretien. Et là, vous découvrez que c'est quoi, d'ailleurs, pour que tout le monde comprenne ? Alors, ce que c'est, business analyst, c'est étudier le périmètre dans lequel on travaille pour essayer de l'améliorer. Donc, au début, je postule, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc j'essaie d'apprendre, et là en entretien on me pose 2-3 questions techniques. Je pense qu'ils m'en ont pas posé plus parce qu'ils ont compris qu'ils arriveraient à pas grand-chose. Donc voilà, et je sors de l'entretien, je me dis bah ça va pas le faire. Et là on m'appelle, on me dit Hamza, tu vas passer le 2e tour. Et là je commence un peu à stresser parce que je me dis finalement t'as peut-être une chance garçon, donc essaie de la saisir. Donc là encore j'essaie d'apprendre, mais c'est très difficile parce que on connaît pas le métier, on connaît pas les produits. Et le début janvier, donc quand je suppose que le cut-off, donc que la limite est dépassée, là, je reçois un mail et on me dit « Bon, Hamza, t'es pris ». Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Ben là, je me dis « Ils se sont trompés, c'est pas moi ». Je pense que Frédéric, mon responsable à l'époque, m'envoie le mail et je me dis « Je pense qu'il va renvoyer un autre mail en me disant « Je suis désolé, Hamza, on s'est trompé, c'est pas toi qu'on veut ». Voilà. Et donc j'arrive et je découvre un univers qui est complètement différent. J'avais occupé différents postes dans la restauration, j'avais fait chauffeur, j'avais fait déménageur, j'avais donné des cours. Mais là, j'arrive Enfin, c'est un peu le Top Gun, c'est vraiment les meilleurs postes en finance de marché. J'arrive là et je me dis, c'est super cool, c'est un poste que j'avais... Enfin, j'imaginais pas avoir ce poste, voilà. Donc, vos parents réagissent comment ? Ils sont très fiers de moi parce que j'ai fait une bonne université, une bonne école de commerce. Et là, je décroche un emploi dans une grande banque française, à un poste qui est connu. Les bureaux sont où ? À la Défense ? À la Défense. D'accord, donc le quartier des affaires, on peut le dire comme ça, donc c'est un peu presque un cliché. C'est complètement un cliché vu de l'extérieur. Après, quand on y est, c'est la vie, on essaie d'apprendre le métier. Pour vous décrire un peu l'environnement, c'est une grande salle de plusieurs milliers de mètres carrés et vous avez des personnes devant des écrans, donc chaque trader a 9 écrans, 3 micros, des boîtes avec lesquelles on peut communiquer et ça s'apparente en fait à un cockpit. Donc, et les gens hurlent dans les micros et ils parlent à qui ? Ils parlent à des brokers, donc ils ont des personnes qui leur donnent des prix ou des informations sur ce qui se passe. Donc vous avez 3 boîtes et là les brokers vous abreuvent de prix, et si jamais vous avez un produit qui vous intéresse à un prix qui vous semble intéressant, vous appuyez et vous dites « mine ». Donc « mine », c'est « j'achète » ou « yours » et « je vends ». Voilà. Donc au début, on est là, on se dit « Vous racontez bien, on y est. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est ? Je me dis « j'y arriverai jamais ». Mais je commence pas par là, je commence surtout par le métier de business analyst. Donc je travaille avec Caroline, qui est une ancienne championne du monde de ski,
et qui me prend sous son aile et qui m'explique un peu le métier. Et un jour, on vient me voir et on me dit « Écoute, Hamza, il y a un poste qui se libère. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et là, pareil, je me dis « C'est pas pour moi, ils se sont encore trompés. » Je commence avec Cécile et elle commence à m'expliquer le travail, quelles sont les méthodes, quels sont les produits, quelles sont les techniques. Vous vous sentez comment dans cette situation? Je suis hyper fier. C'est un métier auquel on ne s'attend pas. Quand on se dit qu'on manipule des sommes qui sont... c'est hyper élevé. C'est plusieurs milliards d'euros par jour qu'on manipule. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans. Donc à 24 ans, vous manipulez des milliards d'euros. Ouais. En 2012, qu'est-ce qui se passe? En 2012, c'est la fin de l'apprentissage. Donc je dois chercher un poste parce que je comprends que dans cette banque, ce ne sera pas possible. Donc je me dis, écoute, je vais chercher ailleurs. J'envoie énormément de CV et ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Je me dis, pourtant, quand même, tu as fait une belle école, tu as une belle expérience, mais ça ne prend pas. Je pars en Inde, je voyage un petit peu. À mon retour, je candidate toujours. Et là, mon père me propose de m'aider. Il est chauffeur de taxi. Et il me propose d'imprimer des CV et il les distribue aux personnes qui transportent. Et là, le téléphone sonne et on me dit « Oui, bonjour, vous êtes Hamza, vous avez une expérience en finance ?» Je dis « Oui ». Il dit « Écoutez, on m'a transmis votre CV. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et donc là, on me fait passer des entretiens pour un poste de contrôleur financier. Et je rejoins donc une équipe qui est en charge de gérer un portefeuille d'investissement dans des sociétés. Et la première tâche qu'on me donne, c'est de vérifier en fait une liste de transactions. Et je me souviens, je me dis, mais en fait, Hamza, t'as jamais voulu faire ça. S'il y a un poste que tu dois pas faire, c'est celui-ci. Et je me dis, ça va pas le faire. Voilà. Donc, je garde en tête ce questionnement à ce moment-là. Et puis après, je rentre dans le métier parce qu'on me propose des choses plus intéressantes. Donc, je fais ça pendant 6 mois. C'est un CDD. Et au bout de 6 mois, je comprends que j'aurai pas de poste ici. Donc, je me mets à chercher. Et je débute le projet que j'ai lancé actuellement, que j'ai lancé aujourd'hui. D'accord, donc on y reviendra effectivement après. Quand vous êtes dans cet univers, vous donnez la sensation que vous vous sentez un peu illégitime, parce qu'à chaque fois vous vous demandez ce que vous faites là, mais finalement vous arrivez à faire votre place. Est-ce qu'il y a une forme d'épanouissement? Alors, le travail pour moi c'est une valeur hyper importante. Donc, quand on me confie une tâche et que j'arrive à la réaliser, je suis déjà satisfait. Je sais finalement que c'est pas quelque chose qui va me plaire très longtemps. Vous savez déjà? Oui. Ou est-ce que c'est avec le recul? Parce qu'effectivement, on va parler du changement. Mais on a la sensation que tous les trois, au fond, à ce stade du récit, cette expérience à la télévision, c'est plein de satisfaction. Dans ce que vous faites, on sent que vous épanouissez aussi. Absolument. Et on sent qu'effectivement, donc là, vous mettez effectivement une nuance, c'est que vous êtes content de réaliser la tâche et de satisfaire les supérieurs. Enfin, en tout cas, donc il y a eu un changement de vie alors que vous étiez en train de vous épanouir. C'est la sensation que ça donne. Vous confirmez? Ah oui, Oui, tout à fait. Et donc, vous, ça vous étonne, Pascal? Finalement, des changements de vie, c'est pas forcément quand on est insatisfait de la situation. Apparemment non, mais là, c'est parce que dans ces 3 histoires-là, il y a quelque chose quand même sous-jacent très net, c'est qu'il y a un très fort dynamisme dès l'enfance, pratiquement. Et donc, ils sont déjà habitués au changement et en tout cas à cette dynamique. Ils ne sont pas du tout bloqués, ni dans leur tête, ni dans leurs mouvements, dès l'enfance. Puisque, par exemple, Hamza est habitué à voir... ses parents avaient une blanchisserie, vous dites. Donc, ils étaient à leur compte. En somme, ils géraient leur fonds de commerce. Donc, ils étaient responsables. Voilà, ils guidaient leur affaire. Ensuite, Thomas également, entre tous ces pays, tous ces mouvements, etc., habitué au mouvement. Davina avec cette préparation... Et puis vous avez créé votre propre vie, vous avez créé votre propre cours, etc. Christianisme, bouddhisme en même temps. Enfin, donc c'est très ouvert, c'est très mobile dès le départ. Donc ce sont des personnes qui sont habituées déjà au changement. à fonctionner dans le changement, la mouvance, l'évolution. Donc ça fait déjà partie de leur façon de raisonner, de faire et de fonctionner. Parce que sinon, effectivement, on peut penser que c'est plutôt sur la base d'une insatisfaction
que on va vouloir changer. Alors que là, on ne sent pas ça. Et vous confirmez ça? Mais- Que finalement, dans votre vie, Oui. puisque vous avez déjà raconté plusieurs vies avant celle-là, finalement. Oui, c'est- j'ai eu provoqué. plusieurs drames dans ma vie, deux principaux. Donc la mort de mon père qui s'est suicidé et c'est moi qui l'ai découvert à l'adolescence, et la mort de mon fils qui est mort d'une rupture d'anévrisme. À 20 ans. Exactement. Et donc, de l'extérieur, tout le monde a supposé que c'était ça qui avait Tout le provoqué. monde a supposé que c'était ça. Et ça n'était pas ça parce que très tôt dans mon enfance et tout le temps de ma vie adolescente, ma mère m'a initiée à ce qu'elle avait étudié, elle, très très profondément, c'est-à-dire la mort. Elle vous a initié à la mort. Oui, elle m'a initiée à la mort en quelque sorte. C'est-à-dire qu'est-ce que la mort exactement? La mort étant un changement d'état et non pas une fin en soi. Et c'est sur cette base-là que les gros malheurs, parce que perdre un enfant, il n'y a quand même pas un autre malheur peut-être qui est équivalent. Et c'est sur cette base-là que j'ai pu surmonter ce que j'ai fait. Mais c'est cette base-là. Et c'est pas du tout parce que j'ai pris des vœux monastiques pour ça. Alors, pour qu'on reprenne les événements, l'émission s'arrête au bout de 7 ans. Au fond, vous continuez, puisque vous allez faire des émissions un peu similaires ailleurs, Oui, notamment au oui, Maroc. oui, au Maroc, oui. Et donc, il va y avoir une rencontre qui, pour le coup, va être déterminante. C'est-à-dire qu'en parallèle de toutes ces émissions, je suis toujours restée dans ma culture spirituelle avec les pratiques associées, c'est-à-dire la méditation, même après les pratiques physiques, le yoga ou le qigong. J'ai étudié pendant plus de 10 ans, 15 ans même, la médecine traditionnelle chinoise, je suis devenue acupuncteur, enfin il y a eu plein de choses comme ça. Tout ça en parallèle des qui étaient émissions. en parallèle des émissions. J'ai fait des études à l'Université de santé et de biologie humaine au niveau des dépendances. Voilà, je suis devenue psychopédagogue, j'ai fait et psychanalyste. Donc, vous voyez, tout ça, c'est 1001 vies dans une vie. Et c'était très en ordre, très structuré. Il n'y a jamais eu d'éclat ou De coups de tête. de difficultés au travers de ces nombreuses activités. Et en 98, le Dalai Lama vient en France et je le vois, j'écoute sa conférence et tout d'un coup je me dis tiens c'est incroyable parce que ça rejoint tout ce que j'ai pu moi étudier dans le bouddhisme avec ma mère et d'autres maîtres que j'ai eus et je me dis c'est extrêmement intéressant, ça ravive vraiment mes études. Et puis, un jour, je décide de partir faire un pèlerinage en Birmanie. Et à chaque temple, je posais ma question, c'était une forme de prière, en disant, voilà, moi, mon idéal, finalement, c'est de devenir... c'est vraiment de prendre des vœux, parce que les vœux, pour moi, c'est une voie, hein, c'est pas autre chose, c'est pas un enfermement, c'est juste une voie. Et quand je rentre de ce voyage, je suis demandée pour aller faire un article pour une certaine revue de santé. Je fais depuis 14, 15, même plus que ça, des articles tous les mois. On me demande d'aller faire un article pour cette venue de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et donc j'y vais, je me retrouve avec donc toute l'équipe de presse. Et quand il arrive, le premier regard qu'il a, il vient vers moi, j'étais au premier rang là, et il me serre la main. Et quand il m'a serré la main, j'ai su intuitivement, j'ai eu ma réponse. C'est comme si, c'est ma perception bien sûr, mais c'est comme s'il me disait tu peux y aller, je te donne l'autorisation, oui, c'est bien pour toi, tu peux y aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'y allais. Et alors, qu'est-ce que ça implique comme choix comme renoncement? Ça implique de renoncer à tout. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un très, très bel appartement avec jardin suspendu et magnolia sur la terrasse. Et que, voilà, quand on prend des vœux monastiques bouddhiques, c'est exactement comme les vœux religieux catholiques. Hein, c'est pareil, c'est même cérémonie. Et c'est aussi même renoncement à tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, de la richesse extérieure pour soi. Donc, j'avais des cheveux, j'ai coupé les cheveux, presque rasé. Les maquillages, il n'y a pas de maquillage. Les bijoux, il n'y a pas de bijoux. Les sorties, bien évidemment, non, puisque le temps est utilisé. C'est pas une contrainte pour tout d'un coup se flageller comme on peut penser par ailleurs, mais c'est les simplement... vêtements. Alors, les vêtements, c'est terminé. Donc, c'est des tenues, même quand, par exemple, je donne mes cours de yoga, je suis en pantalon, mais toute la couleur est uniforme à vie maintenant, et c'est le bordeaux.
Et sinon... Et vous, l'appartement, du coup... Et l'appartement, je l'ai vendu et j'ai gardé la propriété que j'avais en Poitou parce que j'ai décidé, et notamment avec une autre nonne, on a décidé de faire de cette maison, qui est une maison qui était très appréciée déjà par les gens qui y venaient par son calme initial, eh bien d'en faire la maison spirituelle des gens où ils pourraient venir se ressourcer, étudier, apprendre, méditer, etc. C'est ce qui D'une s'est certaine passé. manière, votre maison de campagne devient un monastère. Voilà, on a eu des moines tibétains qui sont venus faire une fresque dans le temple, nous aider à nous montrer comment il fallait qu'un temple soit exactement fait, comment chaque objet doit être placé, où il doit être placé, etc. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et quand vous le racontez, tout paraît extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de nous dire c'était déjà en place, j'avais une éducation qui Oui. était spirituelle. Oui, oui. En parallèle de ce que vous avez vu, qui était la partie visite de l'iceberg, moi, je continuais mon développement personnel, etc. Donc Oui, tout paraît tout à naturel. fait. Et pourtant, quand vous faites ce choix-là, quelles sont les réactions autour de vous? Alors les réactions, évidemment, ça a été incroyable. Tout le monde s'est demandé si j'avais pas, du coup, ça n'avait pas porté complètement sur l'esprit. En plus, quand j'ai coupé mes cheveux, ça a été terrible puisque je donnais toujours des cours dans les centres de remise en forme, bien sûr, de Paris. Donc j'ai un des dirigeants, des principaux dirigeants de ces centres de remise en forme un jour. Il y a eu une autre rumeur, décidément, mais vous le savez bien, les rumeurs, ça court les rues. Une autre rumeur comme quoi j'étais malade, c'est pour ça que j'avais les cheveux si ras. Et lui est venu, mais à ma grande surprise, il m'a attrapé les cheveux, il m'a tiré dessus pour Il y a voir des gens si qui c'était font ça, pas je une sais. perruque. Mais ça, on ne refait pas le monde, vous le savez bien, Frédéric. Donc il y D'accord. a des choses qu'il faut accepter. Donc voilà. Mais donc là, j'ai vu... Et j'ai perdu beaucoup d'amis, amis entre guillemets, dans mon entourage parce qu'ils n'ont pas du tout compris pourquoi le Bouddha. Ils auraient compris si ça avait été le Christ, mais le Bouddha, ça, non. Ils n'ont pas accepté. Parce que c'est pas dans notre culture, vous Parce voulez que c'est pas dans notre culture, parce que c'est quelque chose pour eux qui est exotique, qui est donc... ils pensent que je suis rentrée en secte, par exemple. Ça, je me le suis entendu dire, mais quantité de fois, alors que le bouddhisme, qui fait justement pas du tout de prosélytisme, qui est basé sur la compassion et pas du tout sur la rentabilité financière, contrairement aux sectes, justement, c'est vraiment une question d'ignorance. Thomas, puisque vous écoutez du coup l'histoire de Davina, est-ce que du coup ce changement vous paraît naturel ou au contraire vous auriez fait partie de ceux qui lui disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Pour moi, c'est pas un changement, en fait, c'est une continuité. Donc quelque chose de naturel. Tout à fait. Dans votre cas, il y a eu quelque chose de radical. Vous le disiez tout à l'heure, c'est que il y a eu les attentats à Paris. Il y a déjà les premiers attentats de Charlie. Je m'en souviens bien, j'étais place de la Nation et je vois des hélicoptères, la BRI passer pour aller à l'hypercachère. Déjà là, j'ai eu une espèce d'électrochoc en me disant mais c'est à côté de chez moi, enfin ça fait bizarre. Mais c'est resté voilà, à côté. Bon, ok, ça arrive comme ça arrivait à New York le 11 septembre, etc. etc. Mais le coup du 13 novembre, avec ces espèces d'attaques de guerre très localisées dans la ville et le quartier où j'habite, là, c'était un peu trop, en fait. Alors, on va voir comment ça se passe, parce qu'il se trouve que la vie est ainsi faite qu'au moment où ça se passe, vous n'êtes pas dans votre quartier, alors que ça se passe vraiment en bas de chez vous. Vous êtes à Vienne, c'est ça? Et c'est de là-bas que vous apprenez les événements. Alors, j'étais à Vienne, et en fait, j'étais en train d'essayer des pianos et acheter des places pour un concert le lendemain. Et en rentrant à l'appartement qu'on avait loué, j'ai eu des messages, et puis c'était l'après-midi. Du coup, là, les premiers messages, c'est « Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce qu'on n'irait pas boire un verre ?» Sur rue de la Fontaine-au-Roi. Donc, vous déclinez des invitations Parce que je ne suis pas là, mais sinon, j'aurais accepté à des tout. endroits qui ont été touchés par les événements. Ouais. Et je crois minuit, enfin 10h, 11h, minuit, des dizaines de messages par tous les moyens possibles, que ce soit par les réseaux sociaux, par les SMS, par les emails, les appels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'inquiètent pour vous? Ouais, qui savent que j'habite à Paris et qui ont eu les alertes, soit, je sais pas, sur CNN ou toutes les chaînes d'infos en continu dans tous les pays du monde. Et je reçois des dizaines, des centaines de messages. Est-ce que ça va? Mais même des gens que j'avais pas vus depuis peut-être 5-6 ans. Est-ce que ça va à Paris? Je répondais à tout le monde la même chose. Non, je suis à Vienne. Et je suivais les réseaux sociaux et je voyais que c'était en train de grossir. C'était d'abord un endroit, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis c'était vraiment cette propagation. Et jusqu'à 5h du matin, impossible de dormir. Et dans ma tête, j'allais rester à Vienne. J'allais tout laisser à Paris. Je me suis dit, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Elle a commencé.
Et dans votre cas, vous êtes à Vienne et ça se passe dans votre quartier, ça se passe en bas de chez vous. C'est impossible d'y croire. Enfin, je vois des images de mon quotidien, mais avec des véhicules, des gens, des témoignages, des choses comme ça qui me paraissent complètement aberrants. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas en train d'arriver. Et premier réflexe, c'était justement de me dire, je rentre pas à Paris, parce que là, j'ai la chance de pas être là. C'est l'Europe, c'est Schengen, je peux travailler ici, je pourrais commencer à jouer dans un piano-bar, tant pis pour le job. Donc, ça vous traverse l'esprit. Ouais. Vous allez rentrer finalement. Ouais. Et là, déjà, les choses ont changé. Et déjà, les 2 semaines qui ont suivi, je pense qu'il n'y avait plus aucune urgence dans aucun bureau de France. Toutes les erreurs, c'est OK, c'est pas grave. Tout ce qui était urgent, c'était plus du tout urgent. Les gens étaient extrêmement bienveillants entre eux. Ça souriait, ça disait bonjour. C'était une super période, mine de rien. C'est dommage qu'il faille tant de souffrance pour que le monde réalise ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est fondamental, finalement. Voilà. Et puis là, chemin faisant, je me dis... Enfin, je lis tous les articles sur les portraits qui ont été faits sur les personnes qui nous ont quittés. Et je me dis, mais imagine, c'est un peu ton testament, ce qui reste après. Qu'est-ce qu'on aurait dit de toi, en fait? Parce que dans les portraits, c'est important dans cette histoire de Il y avait portraits. le métier. Voilà. C'était X, tel âge, métier. Et je me suis dit, mais imagine mon métier là-dessus. Le fait qu'on mette votre photo, vous imaginez cette scène, ça vous arrive et on met publicitaire et d'un coup, vous dites j'ai raté quelque chose. Non, mais je me dis c'est pas cohérent et c'est pas vrai et c'est pas juste et c'est pas la vérité. Ouais. Il n'était pas aux yeux du monde exactement ce qu'il était en réalité. Et il a vu que ça ne collait pas. C'était dissonant, ça ne collait pas. Il s'est dit, il faut rétablir cette vérité ralligner, voilà. sur moi. C'est rétablir l'identité. Tout à fait. Alors justement, comment on fait la transition? Est-ce que c'est brutal? C'est en douceur? C'est est-ce toujours qu'il y a une prise de risque? Je démissionne tranquillement. La réaction autour de vous quand vous démissionnez? Mais tu fais n'importe quoi, tu avais une carrière lancée, une super entreprise qui fonctionne bien. Et du coup, c'était t'es un fou. Pour faire quoi? Pour aller pianoter. Mais il y a plein de pianistes déjà, il y en a qui sont vachement meilleurs que toi. Je fais, et so what? Et alors? Donc Davina disait que ça ne l'atteint pas à ce moment-là, quand les gens portent un jugement. Vous, ça ne vous a pas atteint non plus? En fait, ça m'a propulsé. C'est drôle, hein? Je fais, ah ouais, on va voir. Allons-y. Donc ça va vous stimuler. Les peurs exprimées par les autres vont... Mais c'est leur peur, donc c'est de l'irrationnel. Ils m'ont projeté sur moi les peurs qu'ils avaient, eux, de leur vie. Et ça, ça m'appartient pas. Ouais. C'est-à-dire que de l'extérieur, les personnes, souvent, ont quand même peur déjà de leur propre changement. Alors, les changements des autres aussi. Ils vous avaient mis dans une case, vous étiez un publiciste peut-être à ce moment-là, et maintenant, il faut qu'ils vous envisagent comme musicien. Au niveau cognitif, c'est un petit peu lourd. Et puis surtout, c'est parfois bien intentionné. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont des Cassandres, des gens qui vont casser le moral, etc. Ils peuvent avoir et au peur fond, pour c'est vous. des gens souvent qui s'inquiètent, non? Qui s'inquiètent, oui. Qui se disent comment tu vas faire financièrement, tu vas t'en sortir dans ce monde. Ouais, puis tu connais rien. C'est plus par rapport à eux, moi je pense. C'est toujours plus par rapport à eux. Ils ne se rendent pas vraiment bien compte, ils ne prennent pas le temps. En plus, c'est vrai que dans une vie avec un mouvement très bousculé, le temps n'est pas là pour pouvoir rendre clair à l'esprit son propre projet de vie. Donc vous aviez pris le temps de réfléchir ou c'est sur un coup de tête finalement à la suite d'un événement tragique? En fait, je pense qu'il y avait quelque chose qui était, qui était en fond, en latence, voilà, qui était en fond. Et c'était juste quand, la question du quand. Et là, il y a eu justement cet électrochoc qui fait, c'est pas quand, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Donc, c'est un peu comme Davina, c'est-à-dire qu'on a la sensation de l'extérieur, effectivement, nous, on passe de ça à ça. Voilà. Et puis, en fait, à l'intérieur, il y avait quelque chose de naturel. Pour moi, c'est la rivière qui devient une autre rivière, qui devient un fleuve, et s'agrandit. Pour moi, c'est une continuité, c'est une suite complètement logique. Et au niveau des peurs, puisqu'on parle de ça, finalement, à ce moment-là, elles sont totalement absentes ou il y a des peurs quand même? Il n'y a pas des peurs, il y a des doutes. C'est-à-dire une peur. Alors le doute, c'est une peur. Le doute, c'est une petite peur. Mais après, ça se traverse. Et les peurs, c'est quoi? On a peur de quoi alors? Mais comment je vais faire? Comment je vais faire cet album? Qu'est-ce que je vais jouer dedans? Votre décision, c'est je fais un album. Ouais. Donc là, je crois qu'on a bien compris l'état d'esprit dans lequel vous êtes.
il y a ces petits doutes, ces petites peurs, comme dit Davina, et on verra effectivement ce que vous avez été amené à faire et comment ça s'est passé dans la réalité. On va le voir dans un instant. Hamza, donc dans le récit, on était avec vous, cet enfant de famille modeste qui va quand même faire une école de commerce, se retrouver donc dans la finance. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi autre chose? Est-ce que c'est les événements qui ont décidé pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous, finalement? J'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais les événements ont fait que on repousse un petit peu parce que les parents ont payé des écoles. C'est pas ce que j'ai envie de faire, je le sais, mais en même temps, je suis encore chez mes parents, donc les revenus que je perçois, c'est un peu de l'argent de poche. Donc finalement, le cadre est assez agréable. Pourquoi bouger? Vous sentez le moment où vous avez un peu plus de mal à vous lever le matin? Ouais, un exemple, c'est j'arrive donc dans cette société et on doit faire un rapport toutes les semaines. Et ce rapport était manuel. Donc tous les vendredis, il fallait éditer un rapport. Et au début, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des mécanismes, on recherche de la performance, donc il faut essayer d'aller vite, il ne faut pas louper une deadline, il ne faut pas louper un flux. Donc tout ça, c'est enrichissant. Mais au bout d'un moment, on a fait le tour. Et quand on passe d'un milieu où tout est automatisé, le trading, vous pouvez réaliser des millions de choses en une seconde. Et là où il faut des millions de secondes pour réaliser une chose, donc j'ai l'impression de perdre mon temps. Et après les 6 premiers mois, j'ai commencé à travailler sur un projet. Et là, la graine s'est germée. Je me dis, finalement, ça peut le faire. Et puis, il va y avoir un déclic, parce que vous perdez vos clés. Alors, je perds mes clés, je me retrouve face à la serrure et je me dis, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Tu vas essayer de remplacer le cylindre tout seul. Donc j'essaye, j'y arrive, et j'identifie la pièce à remplacer. Donc je vais chez un serrurier. Il y en a un qui me dit 1 000 €, l'autre qui me dit 500. Et je me dis finalement, quel est le bon prix? Et venant d'un univers de marché, où le métier, c'est justement de donner le bon prix, en fait, je le vis très mal, c'est une frustration. Il essaie de me la faire à l'envers, alors que mon métier, c'est de donner le bon prix au truc. Bref, déception, je paye un truc super cher. Je sais qu'aujourd'hui, ça vaut entre 70 et 100 €. Je me dis qu'il y a quelque chose, il y a une asymétrie d'information. C'est un besoin que j'ai eu. Il y en a qui disent, je me fais avoir, vous vous dites, il y a une asymétrie d'information. La prochaine fois que je me fais avoir, je penserai à cette phrase. C'est ça. Quand vous achetez une voiture d'occasion. C'est à la tête du client? Non, c'est une asymétrie d'information. Je garde cette idée en tête. Votre idée, c'est quoi? C'est de dire, je peux faire quelque chose dans le dépannage et pas forcément de faire des choses à la tête du client. Ce qui me pousse à entreprendre, c'est l'envie d'aider et de créer quelque chose, de le mettre en forme, de le tester, puis d'itérer, de l'améliorer. Donc l'idée est prête et je suis prêt à le faire, mais je me dis, postule quand même. Et puis mes parents me disent, Hamza, maintenant trouve-toi un autre poste, t'as de très bonnes expériences, t'as des super noms sur le CV, donc continue. J'envoie des CV et je sais que quand je vais en entretien, parce que je passe des entretiens, j'ai pas du tout envie d'occuper le poste. Et je leur pose pas de questions, je suis pas du tout intéressé. Quelles sont vos motivations? Je n'en ai aucune. Là, ça, j'ai dit stop. J'ai dit stop, donc j'ai dit, on se lance. J'ai créé la société. Quels sont les risques à ce moment-là? Alors, le principal risque à moyen terme, c'est de ruiner la logique du CV. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que dans l'hypothèse où votre entreprise ne fonctionne pas et dans l'hypothèse où vous décidez de revenir dans ce que vous faisiez avant, on va vous reprocher, en fait, cette entreprise et cette initiative. C'est ça. Et quand on se lance comme ça, on décide qu'on fait des sacrifices, notamment dans les rémunérations. J'ai jamais eu aussi peu d'argent aujourd'hui, clairement. Mais c'est vachement bien parce que j'ai jamais été aussi heureux. Et par contre, je travaille énormément. Je suppose que c'est pareil pour vous. Mais Est-ce que tu as l'impression que c'est du travail? Est-ce que c'est Non, c'est vraiment un jeu. Voilà. On joue à trouver des solutions parce qu'on est dans le dépannage et on essaie de trouver une solution et on vise le plus gros sourire, en fait. On essaie de tirer le plus gros sourire de notre Vous client. êtes bouddhiste aussi, alors? Quelque part, oui, il peut dire ça. Et j'encourage toutes les personnes qui souhaitent entreprendre à le faire. Il faut viser grand, mais commencer petit. Voilà, c'est un conseil que j'ai à donner. Alors, je ne sais pas si vous aviez visé grand lorsque vous avez créé votre propre monastère. Il y a une raison à ça, c'est qu'il n'y avait pas de monastère bouddhiste en France qui accueillait les femmes. Oui, effectivement, moi, je crois que j'ai visé assez grand, mais ça a bien marché. Alors, effectivement, ça fait 7 ans. On va vous voir dans votre quotidien. Ça nous donne en tout cas une idée de ce à quoi ressemblent vos journées, puisque vous êtes dans la transmission aussi, vous continuez de donner des cours de yoga. En pleine campagne, non loin de Poitiers. Tête rasée, robe safran,
Il y a 10 ans, Davina est devenue nonne bouddhiste. Toutes ces journées démarrent de la même manière, 1h30 de méditation. Je pratique la méditation 4 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, de manière longue, et 2 fois dans la journée, de manière plus courte. En parallèle, Davina enseigne le yoga à des médecins, des psychologues et des infirmières en quête de spiritualité. Vous allez bien? Donc on va commencer le cours. Vous mettez les mains sur les genoux. Vous respirez librement, aucune tension. Et on commence. On inspire. Ici, on est bien loin de la gym tonique. Après le culte du corps, voici venu le temps du culte de l'esprit. Enfin... Le corps et l'esprit marchent ensemble. Il n'y a pas un corps qui marche tout seul sans son esprit. C'est pas possible. Donc les deux sont liés. Et les deux sont de notre devoir d'être humain, de devoir être soigné, entretenu, mais surtout mis dans une progression. Ça représente un peu ce que c'est Oui. votre quotidien? Oui, ça représente, oui, absolument, oui. Alors, Ouais. on a la sensation, vue de loin, parce qu'en plus on dit nonne et monastère, que vous êtes dans une retraite hors du monde. Mm. Pas vraiment. Alors j'ai une devise justement qui est en dehors du monde et dans le monde. Parce que moi, mon lieu de méditation et de réflexion, c'est le monde. Et je trouve qu'ensemble, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je vous pose une question que tout le monde se pose. Est-ce que Véronique est venue méditer avec vous là-bas? Non, Véronique ne médite pas. Je pense qu'elle elle a une autre manière d'envisager les choses de la vie. D'accord, vous êtes toujours en contact. Oui, oui, tout à fait. Et donc quand je dis vous agissez, c'est que finalement vous êtes dans l'altruisme, puisqu'au fond vous écrivez des livres, Oui. et la vente de ces livres permet quoi? Oui, oui, bah, j'ai tant reçu et je reçois toujours tant qu'il est tout à fait normal pour moi de rendre. La vie, c'est un partage. Et donc, le monastère de Chokorling a à charge un village entier de Tibétains qui sont maintenant en Inde, réfugiés en Inde. Donc, ce village, il y a des enfants. Ces enfants ne vont pas à l'école si on ne leur donne pas les moyens. Comme c'est un village qui est dans les hautes montagnes, il faut un car. Pour le car, il faut acheter le car, il faut payer l'essence, il faut payer le conducteur du car, il faut que ces enfants mangent 3 repas par jour, ce qui n'est pas franchement le cas toujours. Et il faut payer ça. Donc, c'est notre charge. Thomas Dodeline de la tête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous écoutez Oui, attentivement. non, je comprends bien. Qu'est-ce que vous comprenez? Déjà, il y a tout ce qu'elle dit, mais tout ce qu'elle ne dit pas et toute l'énergie qu'elle dégage, c'est ça que je reçois là. Ça vous donne le sourire. Ah ouais. Dans votre cas, on a vu tout à l'heure que vous avez effectivement eu un déclic. Vous étiez publicitaire, il y a les attentats de novembre à Paris, ça se passe dans votre quartier, et vous dites, mon vrai truc, c'est la musique. Et là, vous allez commencer par faire quoi? Alors, je vais d'abord dans un studio juste à côté de chez moi, dans le 20e, pour faire un premier test. Qu'est-ce que c'est d'être en studio? Qu'est-ce que c'est d'être avec des micros? Qu'est-ce que c'est d'être avec l'ingénieur du son, etc. Que vous dites, je veux composer un album. Mais je veux déjà, voilà, je veux y aller, mais je veux d'abord faire un test pour voir. Et en fait, je me sens mais encore mieux qu'à la maison. Et ensuite, j'avais absolument envie d'enregistrer cet album-là qui allait sortir en République tchèque sur en fait, la terre de mes ancêtres. Et du coup, j'ai, via des rencontres, encore des rencontres, eu la possibilité d'aller dans des superbes studios où enregistrer David Bowie dans les années 90, Lennon, enfin... Un studio plein d'énergie, en bordure de forêt à 20 km de Prague. Et je me fais 3 jours et 4 nuits là-bas. Première journée très difficile. C'est-à-dire? J'enregistre et il n'y a rien qui sort. Parce que là, vous êtes en improvisation? Vous avez composé avant de venir au studio? Non, là, je me dis, il faut que ça va venir dans l'instant. Il n'y a pas de préparation et c'est un travail très long et qui demande beaucoup de sincérité. On ne peut pas mentir, là. Et donc, vous êtes en studio, vous dites, voilà, je vais donner ce que j'ai donné, et franchement, au début, ça le fait pas. Ah, mais toute la première journée, je réécoute, c'est un échec, ça me plaît pas. Beaucoup trop de dynamique. On va donc dîner avec mon ingénieur du son. Et à 2h du matin, moi, je dis, bon, je vais me coucher, là. Et il me dit, mais je suis insomniaque, tu veux pas qu'on aille un peu taquiner la console et au moins voir un petit enregistrement en plein milieu de la nuit, ça peut être sympa. Et il est sorti d'un coup, à 2h du mat. Et alors, qu'est-ce qui est tout l'album est sorti à 2h du mat?
en first take, enfin en première prise, pas de retouche, c'est juste le pur jus dans son essence, livré comme ça. Et donc, du coup, vous ne vous êtes pas tourné forcément vers les maisons de disques, vous avez tout fait vous-même. Ouais, parce on vit dans une époque aujourd'hui où grâce à Internet, qui est un magnifique outil qui relie les hommes entre eux, quand il est utilisé à bon escient, évidemment. Et du coup, la nouvelle diffusion depuis plusieurs années de la musique, qui se fait donc même sans support, de manière virtuelle, parce qu'elle arrive dans le téléphone par des applications X ou Y. Enfin, on est envahi de musique, je crois qu'on n'a jamais autant consommé de musique qu'aujourd'hui. Il y a quand même 4000 personnes qui ont acheté votre album. Ouais. Vous avez donné des concerts. Alors, j'en ai donné un, effectivement, parce que j'ai contacté l'ambassade de République tchèque à Paris. Je me suis dit, c'est un album qui a été conçu en République tchèque. Moi, ça me ramène à mes origines. Il y a une vraie quête de sens et ça marche. Et de surcroît, le CD et le vinyle ont été pressés dans la plus vieille et la plus grande usine aujourd'hui du monde de production de vinyle. Elle est en République tchèque aussi. Et donc, j'ai été reçu par l'attaché culturel. Il me dit, bon, pour le concert, ça ne va pas être possible. Par contre, son Excellence l'ambassadeur a écouté l'album, il est fan et il veut en fait que vous jouiez pour sa cérémonie officielle de prise de fonction. Ce qui était encore mieux. Incroyable symbole. Ouais. Ah oui. Et donc c'est à l'ambassade tchèque à Paris, au Champ de Mars, dans le 7e, un superbe demeure en plus, un beau piano aussi, qui est fabriqué en République tchèque, enfin en ex-Tchécoslovaquie à l'époque. Donc tout ça, ça se boucle parfaitement en fait. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que tout est possible? Ah mais c'est ce que je dis tous les jours. Enfin donc en fait, tout est possible et il faut y aller. Faut vraiment déverrouiller ses peurs parce que qu'est-ce que tu risques? Mais tu risques d'y arriver. Et c'est un risque. Ça peut faire peur la réussite. Et ça peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est et si. Mais moi le si, je l'utilise quasiment plus. Oui, ce ça mot. dépend ce qu'on entend en plus par réussite. Mais c'est quelque chose de très personnel. Plus, La réussite, c'est juste Ouais, réussir déjà à pondre À un faire. album. Oui, c'est ça. À Rien faire que ça. ce qu'on rêvait de Oui. faire. Et après, c'est aussi, une fois qu'on est dans cette démarche, c'est de le partager et, au maximum. C'est-à-dire que j'avais ce concert à l'ambassade, 2 jours après, j'étais à Goussainville en train d'animer une journée auprès d'enfants qui ont 14 ans en 3e et qui ont un peu peur pour l'avenir. Ah ouais. Le partager avec ceux qui le demandent finalement, parce que bon, sinon... Mais ceux qui sont prêts à je recevoir. veux absolument, Ceux c'est qui comme sont je veux aider absolument. Je dis, je veux aider, je réponds à une demande s'il y en a une, quoi. Bon, je rejoins un peu Thomas sur Votre message, c'est quoi? la définition de la réussite a un peu changé pour moi. Souvent, au départ, c'était de la reconnaissance. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais réussir à être satisfait. Et la réussite, elle est davantage orientée vers moi-même, en fait. Enfin, vers moi, je suis content de ce que je fais. Au bout d'une journée, j'ai réussi à faire des choses. Et c'est simplement pour moi. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec l'échec, par exemple. Quand j'occupais un poste et que je faisais une erreur, ma valeur diminuait. Alors qu'aujourd'hui, si je commets une erreur, ma valeur augmente. C'est-à-dire, vous êtes un apprentissage. Bon, on est en apprentissage constant. Je rencontre des dépanneurs. On se rend compte qu'un chef d'entreprise, c'est chef d'orchestre. Donc, on doit connaître toutes les contraintes de tous les instruments pour pouvoir les faire jouer ensemble. Et je crains le moment où j'arrêterai d'apprendre, en fait. Voilà. Mais vous savez qu'on a tous, on ne s'est pas concerté, hein, mais on est tous convaincus que vous ferez autre chose. Il y aura une autre vie qui viendra. Je pense. Je n'ai pas prévu de changer pour l'instant. Non. J'ai encore une mission à accomplir, mais je reste persuadé que je continuerai à entreprendre et à titre perso au sein d'une structure. Hein. Et le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est écoutez, lancez-vous. Il y a toujours une manière de faire petit et de tester son idée et de la voir grossir et au final de l'amener quelque part. Il y a aussi de bonnes âmes en mesure de vous aider aussi. Et il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. À demander de l'aide? Oui. Ce qui n'est pas facile, ça, de demander de l'aide. Pour moi, c'était facile. J'ai demandé de l'aide à mes amis qui m'ont donné, donc ils prenaient le temps le week-end pour développer le site internet. Je les ai fait travailler d'autres week-ends pour m'aider à enrichir le contenu, à travailler les idées, où est-ce qu'on va aller chercher des clients, comment, avec quels moyens. Il ne faut pas hésiter à mobiliser son réseau. Voilà. Moi, j'ai su tirer profit de mon réseau et je pense que ça les a aussi enrichis. Et vous, Davina, qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de votre histoire? C'est que la vie mérite d'être vécue, quoi qu'il arrive, et d'être vécue en joie, une joie profonde. Or, cette joie profonde, à mon sens, elle ne peut se trouver
que si on base le sens de sa réussite, c'est-à-dire réussir, réussite, c'est pas que matériel du tout, hein, mais si on base cette réussite sur un projet commun, c'est-à-dire si c'est vraiment bon pour les autres et bon pour soi. Donc moi, c'est le contraire de ce que vous venez de dire que je pense. Je pense que à mon sens, ce que je regarde d'abord, c'est est-ce que c'est bon pour les autres? Et après, si c'est bon pour les autres, évidemment que c'est bon pour moi. Vous vous rendez compte? Avoir la chance que l'énergie de la vie puisse donner une compétence à quelqu'un et que cette petite compétence-là concourt à faire plaisir, à donner du bonheur ou à aider de quelque manière que ce soit, mais ça, c'est merveilleusement heureux. Après, mais forcément, je suis heureuse, mais je ne me pose pas la question d'abord, je vais faire un truc pour que ce soit bon pour moi. Parce que là, ça ne m'intéresse même pas. Je vais vous dire, c'est pas drôle. Mais d'ailleurs, dans le cas de Hamza, finalement, ça rejoint ce que vous dites, puisqu'au départ, il s'est dit waouh, on se fait arnaquer, et moi j'ai envie que les gens puissent s'offrir Oui, c'est pour ça, oui. On n'est pas en contradiction. Je disais simplement que je considérais la réussite au départ comme étant uniquement générée par ce que les autres pensent. Et alors que finalement, c'est est-ce que je suis satisfait de moi-même? Ah Donc oui, c'est oui, les deux sur aspects. ce plan-là, oui. Je vais vous montrer un reportage dans un instant, mais juste Pascal, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 parcours? Ce sont 3 parcours, comme on disait tout à l'heure, qui ont des points en commun dans le sens où il y avait vraiment quelque chose en latence depuis très longtemps. Ce sont des personnes qui sont déjà habituées, qui portent l'évolution et le changement entre eux. C'est vraiment une façon de fonctionner, mais ce sont des personnes très curieuses aussi et qui sont dans l'échange entre eux-mêmes et le monde, de toute façon. Chacun a sa manière, de façon très, très différente, mais là, ça se rejoint quand même. C'est une logique d'échange entre eux et le monde. Donc, même lorsque on vit dans la logique du monastère, par exemple, c'est pas une autarcie, c'est pas une mise en retrait. En voyant Davinage, par exemple, je pense plutôt au mot concentration. Et ça n'est pas du tout détaché du monde. Voilà, c'est intégré dans le monde. Et ils interagissent énormément, en fin de compte, chacun, avec l'environnement, même si c'est de façon différente, ce qui prouve bien qu'ils sont très, très connectés non seulement à eux-mêmes, mais quand même à l'extérieur, et donc aux exigences de l'extérieur. On va continuer cette conversation dans un instant. Je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser, puisqu'il s'agit d'un changement de vie. Et là, c'est un couple avec des enfants. C'est pas rien, du coup, quand il y a des enfants? Non, parce que lorsqu'il y a d'autres personnes en jeu, effectivement, ça change la donne par rapport au changement qu'on désire mettre en œuvre. Alors, regardez ce qu'ils ont choisi de faire avec leurs enfants, puisque c'est assez radical. Donc, peut-être qu'on est nombreux à en avoir rêvé, mais on n'est pas nombreux à le faire. Regardez. Raté. Oui, il pas raté, là, t'as vu? On va réussir à le renvoyer. Magnifique. Dans notre vie d'avant, on n'était pas heureux. Il y a eu comme un espèce de ras-le-bol de se dire « et si on pouvait faire autrement ?» quoi. Alors du coup, on vit dans un bus, un ancien car scolaire qui date de 1979. On a décidé de changer de vie il y a 5 ans, en fait, quasiment maintenant. On avait une maison, 2 enfants, un monospace, voilà, un chien. Enfin, c'était vraiment un peu un archétype de ce que la société nous propose comme modèle. Et là, tu sautes dans les bras de papa et on est bon. Oh! Je travaillais dans les énergies renouvelables, c'était important pour moi. J'avais l'impression de changer le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, qu'importe, l'argent servait à faire de l'argent. Et ça aussi, ça a été un manque de sens. Donc, on voulait vivre autrement. 3 œufs déjà. Voilà. Ouf, regarde. Une coquille. Ce qui a été important quand on a fait le changement de vie, qu'on a changé de mode de vie, c'était d'oublier complètement comment je vivais dans une maison, mes habitudes, mon mode de vie, quoi, et en créer un nouveau. Il y a eu des moments difficiles, mais ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Vas-y, oui. Oh, regarde, ça se crame le cacao. Tu vois, tout va être mélangé, tout va être la couleur du cacao. Oh là, c'est beaucoup plus facile. Très bien. Avant de vivre en bus, on a vécu 2 ans et demi sur les routes avec une roulotte et des chevaux. C'est une expérience qui nous a changé et qui est peut-être une des plus belles expériences qu'on ait vécues dans notre vie. Mais dans le quotidien, ça n'a pas toujours été des expériences qui étaient drôles et faciles.
On est passé au bus parce que la vie en roulotte, c'était aussi énormément de temps pour l'intendance, pour le quotidien, même si on avait plein de liberté. Qu'on avait 3 enfants aussi, dont un bébé qui venait de naître. On est passé de 8 mètres carrés à 25 mètres carrés, ce qui a changé pas mal de trucs pour nous. On avait une douche, une pompe à eau. Et donc notre quotidien, il s'est allégé. On a gagné du temps. Pendant 2 ans, on avait cette forme de liberté incroyable où on pouvait bouger, donc on a roulé. J'ai de la chance. Vivre dans un bus, c'est très bien. Puis on a plus d'espace dans une roulotte. Là, c'est la partie. On est à fond. On a décidé de ne plus voyager quotidiennement comme on faisait parce que les enfants, et surtout Théo, qui est le plus grand, qui est l'aîné, il manifeste vraiment le désir d'avoir des amis, d'avoir un lieu d'où on part et un lieu d'où on revient. Parce que c'était compliqué de jamais avoir ce point de repère-là. Du coup, ça fait à peu près 6 mois qu'on est posé sur le terrain où on est. Bienvenue chez nous. Ouais. Allez, hop là. On est rentré. Notre quotidien, il s'articule bien évidemment autour des enfants. On a décidé de faire une instruction qui se rapproche peut-être de plus en plus d'une forme de unschooling, d'un non-apprentissage formel. Et vous avez vu ? Ça représente les tailles. Vous avez vu ? C'est ce qu'ils vont découper. Donc après, ils prennent le grume de bois là-bas, ils le mettent sur la scie mobile ici. Là. Et ils sortent après les grosses poutres là-bas, regardez, de l'autre côté. L'enfant s'intéresse à un sujet, s'il a envie de l'approfondir, on l'aide à trouver les outils, les livres, les documents, ce qu'il faut, où il peut arriver à mieux comprendre ça. Le unschooling, c'est ça, c'est suivre les envies de l'enfant et pas imposer à l'enfant un apprentissage. Et il y a des fois, à 10h30 le soir avant de se coucher, il pose une question, on prend le temps d'y répondre. C'est plus adapté à mes enfants, mais ça ne le serait peut-être pas aux enfants du voisin ou à n'importe qui. C'est juste qu'à eux, en tout cas, ça leur convient. C'est une feuille de bois tellement elle a été découpée fin. Vous avez vu ? Elle s'est enroulée. On va la voir fonctionner là-dessus. Et vous avez vu, regardez, on retrouve les mêmes numéros. Ouais. Sur le côté, ici, là. Ah, c'est impressionnant. Ce qui peut nous sembler satisfaisant pour eux, c'est que globalement, ce sont des enfants qui sont heureux et joyeux. Mais après, c'est compliqué de dire que ce qu'on fait, c'est mieux qu'une autre vie. On tâchera d'aller au bout de ce que l'on fait tant que ça nous rend heureux et joyeux. Top là, mon grand. Alors, vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Émilie, Marc et Luc, salut les camarades. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce couple qui a fait ce choix presque extrême d'être nomade dans ce pays ? Ouais, moi, je trouve que c'est magnifique, de toute façon, de réaliser ce qu'on a envie de faire, déjà, pour commencer. Que ce soit une erreur ou un bon choix, c'est très, très juste. Après, je mettrais juste un bémol sur l'histoire de l'argent. L'argent méprisable, l'argent qui empêche d'être heureux, l'argent qui empêche de prendre le temps de faire les choses. Pour moi, l'argent, c'est un grand bénéfice, c'est une énergie. C'est une très belle énergie, mais tout dépend ce que l'on en fait. Et la place qu'on lui donne. Et la place qu'on lui donne, voilà, c'est tout. Mais il y a certainement moyen de conjuguer gagner de l'argent, avoir de l'argent et en même temps avoir une vie heureuse. Tout dépend dans quel état d'esprit on profite de cet argent et comment on le partage. Mais c'est une énergie qu'il faut faire circuler pour qu'elle prenne toute sa valeur, je pense. On peut la gagner, mais du coup, après, il faut la refaire circuler. C'est ça qui est intéressant. Et dans le choix complètement fou, entre guillemets, de devenir nomade, en fait, ils sont juste revenus à ce qu'on était initialement. Oui, on porte en nous L'humain aussi était ce un nomadisme. Bon, même si en ce moment, ils ont des enfants qui grandissent, ils ont envie de se sédentarisent. Marc, lui, a fait pour le coup, va nous parler d'eux, mais a fait lui-même un changement de vie. Il a travaillé dans une multinationale. Il est parti faire le tour du monde en quête de sens. Et donc, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il Donc, au départ, c'est vrai que par rapport au rapport à l'argent, ce que vous disiez, c'était vraiment de dire
l'argent me pousse à faire quelque chose au quotidien dont j'ai pas envie, je vois pas mes enfants, ça n'a pas de sens. Donc c'était d'abord ça. Est-ce qu'on peut se désaliéner de l'argent au moins un moment pour voir comment vivre autrement et surtout reconsidérer nos besoins? Et je pense qu'ils ont vécu avec très peu de choses. C'était à peu près 300 € par mois pour toute la famille, jusqu'à 80 €. Ce qu'ils n'ont pas coupé à un moment, c'était genre le téléphone et l'Internet. Avoir accès à une clé 3G et la nourriture. Et ils ont découvert l'abondance en partant avec la sobriété, en fait. Il y a la sobriété, pour moi, il y a la pauvreté quand elle est subie, qui est difficile, mais quand elle est choisie, ça devient de la sobriété pour moi. Et c'est cette expérience-là qu'ils essayent de partager, en fait. Alors après, là, c'est vrai que la roulotte, etc., ça nous rapproche d'un rêve très romantique qui, comme tout rêve, est limité dans le temps. Il y a le réveil après, certainement, je crois. Non, on va en reparler après, mais justement, moi, c'est pas le rêve, c'est la dimension poétique de cette expérience qui est très importante d'habiter le monde poétiquement. Je crois que c'est Edgar Morin qui disait ça. Aujourd'hui, il y a besoin d'un autre imaginaire et montrer qu'on peut vivre autrement, c'est déjà un acte révolutionnaire. Oui, tout à fait. Mais à partir de ça, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que quand on part de là où on est, on part à l'autre bout du monde, ou on part sur les routes, ou on part... c'est pas vraiment un changement, ça peut pas être un vrai changement, c'est un changement de décor, mais c'est pas un changement. Le changement, c'est on part avec soi. On est toujours soi-même. On a toujours la même relation avec soi, avec l'argent, avec ceci, avec ça. Alors, bien sûr, ça change. Le paysage change, mais tôt ou tard, on sera ramené au même paysage, confronté à la même histoire. Parce que régler la question, c'est-à-dire se libérer, que ce soit de l'argent, de n'importe quelle autre contrainte, se libérer ne passe pas par un changement de décor extérieur. Eh ben, ça, c'est intéressant parce que justement, le but de leur voyage, c'était pas justement de faire un voyage où on va collectionner les paysages, mais de faire un voyage intérieur. C'était le but, en fait. Et par contre, moi, je pense que quand on voyage, on casse le référentiel, en fait. On est obligé de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, on est moins dans le mental, on est plus dans l'intuitif, on est plus vers les autres. Et en rencontrant l'autre, on se rencontre. Oui, ça, c'est sûr. Leur démarche, de toute façon, prouve ce besoin d'être plus vrai et d'accomplir quelque chose plus authentique. Et avant de savoir ce qu'ils font aujourd'hui, justement, quelles ont été les réactions autour d'eux quand ils ont fait ça? Au départ, c'est toujours la peur de la famille. Je pense que les proches, ils partagent d'abord leur peur, en fait. Plutôt que de dire c'est super, bravo, il y a un truc, moi j'ai remarqué ça aussi quand j'avais changé de travail, c'est on partage d'abord la peur. Et ça, d'être capable déjà de s'affranchir du regard des autres, c'est déjà une forme de liberté. Ils font déjà un pas vers la liberté. Après, je pense que c'est pour les enfants, ils avaient peur eux-mêmes, en fait. Et c'est le regard des autres sur les enfants. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les enfants, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de parents épanouis et présents. Et ils leur offraient ça, en fait. Et ils ont été capables, d'ailleurs, maintenant, donc, ils ont fait la roulotte, ensuite ils ont fait le bus, parce qu'ils voulaient un peu changer, et maintenant ils ont décidé de se sédentariser parce que les enfants avaient plus ce besoin d'être sédentaires. Donc c'est aussi être à l'écoute des enfants, et ils ont d'ailleurs aussi compris que on peut apprendre, on n'apprend pas uniquement qu'à l'école, en fait. Le fait d'être en lien avec des gens différents tout le temps, des paysages différents, d'être présent pour eux, ça fait qu'on va au rythme de l'enfant, et l'enfant, en fait, il se développe aussi comme ça. Et donc précisément, ils ont finalement choisi de se sédentariser, ils vont avoir un vrai métier? Eh bien, justement, ils n'ont pas un vrai métier dans le sens, c'est pas une case que Pôle emploi a définie, mais justement, le fait de tout quitter, le fait de prendre le temps de se rencontrer et de rencontrer les autres, en fait, ils se sont rendus compte que ce qui était le plus important, c'est qui je suis et qu'est-ce que j'ai apporté au monde. Et en fait, ça, du coup, il a décidé de mettre cette expérience à profit. Et du coup, son métier, c'est apprendre aux gens à rêver, à vivre leurs rêves. Donc, c'est aussi un super métier, en fait. Et du coup, il va faire du coaching, de la formation, il fait des conférences. Et son amie, et du coup, elle fait de l'illustration, s'occupe des enfants. Et l'idée, voilà, c'est photos et illustrations pour les enfants, en fait. Donc leur message, c'est n'ayons pas peur. Il est important aujourd'hui de prendre le temps, peu importe la forme, de se rencontrer, de se connaître, créer ces espaces d'inspiration, parce que sinon on est tellement happé par la vie qu'on n'a pas le temps de se rencontrer. Et ça, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, de pousser les gens à faire, à jamais être dans l'être, et de prendre cet espace pour se connaître, et après trouver sa voie. Et du coup, on est bon dans ce qu'on fait, et là, l'argent peut revenir, parce qu'en fait, ça part de la bonne posture. Et c'est une démonstration qu'eux, ils ont fait, maintenant, en se sédentarisant. Et donc, le voyage n'est pas une fuite, mais juste une parenthèse pour se connaître, se rencontrer. Et alors, je me retourne vers vous, Pascal, parce qu'effectivement, on a la sensation que c'est un fantasme romantique, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si tout le monde est capable de ça. Là, on a vu qu'il y avait 3 personnes qui avaient changé de vie, mais vous disiez, finalement, ce sont des gens qui étaient habitués au changement depuis toujours, qui avaient une ouverture d'esprit depuis toujours. D'ailleurs, ce qu'ils ont
appeler un changement, c'était déjà en eux pour chacun d'entre eux. Donc, comment ça marche pour le Tout reste le monde des êtres a humains? quelque chose en soi qui est plus ou moins en attente et le tout est de savoir si ça correspond à un vrai désir, c'est-à-dire si on a envie d'en faire quelque chose. Alors après, la question qui se pose forcément, c'est oui, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois surmonter des peurs, des craintes? Est-ce que je suis capable, etc. La solution, c'est connais-toi toi-même, hein. Comme disait Socrate, c'est pas une mauvaise idée. Connais-toi toi-même, c'est utile. Pourquoi? Parce que ça permet de connaître ses limites et ses capacités, c'est-à-dire d'avoir une vision à peu près lucide de soi-même, donc ni se surestimer, ni se sous-évaluer, mais savoir ce dont on est capable et viser un petit peu plus haut quand même, parce que un petit peu plus ou un peu plus haut. Et donc, de pouvoir être dans la création de sa propre vie, c'est possible pour tout le monde. Mais ça part de la connaissance de soi, c'est très, très important. Ouais, parmi les peurs, il y a la peur de l'échec. Et donc, on peut dire que l'échec aussi, c'est la preuve qu'on a essayé. Oui, enfin, après, c'est avec de bons échecs qu'on fait de belles réussites. Donc, qui n'a jamais échoué a des difficultés à réussir. Ça, Est-ce que c'est ça existe certain. d'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais échoué sur Terre? Non, je crois pas. Hein. C'est rare, mais... Moi, j'aimerais bien qu'il se présente. Si on sait tirer parti de ses propres échecs, c'est-à-dire apprendre des échecs, on peut après construire des très belles réussites avec ça. Ouais, et puis j'ai vu Émilie qui dodelinait de la tête. Oui, non, parce que là où je rejoins Pascal, moi j'étudie en ce moment un concept qui s'appelle le social calling, c'est-à-dire c'est un déclic que l'on a un jour dans sa vie, un déclic pour agir et pour aider les gens à rendre le monde meilleur ou à améliorer la vie des gens. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'une femme qui a eu ce déclic à 45 ans. C'était en 2009. Elle s'appelle Anne-Sophie de Boulois. Elle avait un très très grand poste au top de sa carrière, très grand poste dans une maison d'édition. Elle manageait beaucoup de gens. Et à 45 ans, elle s'est dit... comment redonner du sens à ma vie, comment redonner du sens au travail, comment recréer de l'humain dans le monde du travail. Et elle était taraudée par toutes ces questions. Et elle s'est dit, il faut que je change de vie. Et elle était au volant de sa voiture sur l'autoroute. Et elle s'est dit... mais en France, on a un pays incroyable qui est extrêmement touristique. Peut-être que si je me lançais dans l'hôtellerie et que je créais une autre forme de tourisme plus solidaire et plus dans l'insertion, eh bien, ça serait la solution. Et donc, elle a tout plaqué pour fonder cet hôtel. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet hôtel? Eh bien, c'est le premier hôtel en France avec une vocation d'insertion. Donc, ça veut dire qu'elle aide les gens qui ont du mal qui ont du mal à trouver un emploi, à se réinsérer dans le monde du travail. Et elle le fait de manière extrêmement intelligente, puisque elle-même, elle a eu ce décrochage à 45 ans où elle s'est dit, mais comment est-ce que je donne du sens à ma vie? Comment est-ce que je me réhumanise? Comment est-ce que je crée du lien? Et donc, grâce à cet hôtel... À Paris, ça se passe à Paris? À Paris, ouais. À côté de la gare de Lyon. Elle aide donc, elle remet un pied à l'étrier, finalement, à des gens qui sont déconnectés d'un monde du travail souvent aride et souvent pénible. Un exemple de personnes qui étaient réinsérées? Alors, il y a une quinzaine de personnes déjà qui ont été réinsérées, puisque l'hôtel a été ouvert en 2012, donc le concept est déjà éprouvé, hein, ça veut dire que ça marche. Sur la quinzaine de personnes qui sont passées par cet hôtel, un quart ont retrouvé un CDI. Et parmi eux, donc je suis allée interroger une personne dans cet hôtel, mais je ne peux pas révéler son nom parce qu'elle souhaite rester anonyme. Cette personne, en fait, ça faisait des années qu'elle galérait. Et là, elle a été embauchée par Anne-Sophie en contrat d'insertion sur 24 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas une fonction particulière, elle teste plein de métiers. Donc, parfois, elle est à la réception, parfois, elle entretient les chambres, parfois, elle est à la blanchisserie, parfois, elle sert les petits déjeuners, donc elle est dans le service. Et grâce, en fait, à toutes ces compétences, elle a une capacité ensuite à se réinsérer sur le marché du travail qui est démultipliée, puisqu'elle a développé des compétences, elle a gagné en confiance, et surtout, elle a de nouveau de l'espoir, de l'espérance, parce qu'elle est dans un environnement qui est bienveillant. Donc un hôtel solidaire, c'est des collaborateurs qui sont en réinsertion, et puis il y a une éthique particulière? Alors, là où j'ai été quand même assez épatée par cette initiative, c'est que cet hôtel, eh bien, c'est un hôtel qui est éco-responsable. Donc, tous les meubles ont été chinés, les appareils électroniques sont des appareils de seconde main, et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça met une petite graine dans l'esprit des touristes qui se disent « Tiens, je vais aller dans cet hôtel ».
dans cet hôtel qui finalement pratique une autre forme de tourisme. Donc en allant dans cet hôtel, finalement, eh bien, je participe à cet effort collectif qui nous permet de réinsérer des gens et de leur donner de l'emploi et de leur redonner de la confiance. Donc les clients envoient des messages en disant « c'est super, j'adore cette initiative ». Je partage vos valeurs. Voilà, donc exactement. C'est un acte politique, en fait. Quelque part. C'est presque un acte politique. Donc en allant dormir à l'hôtel, on change le monde. J'ai envie de dire oui. Et Ça dépend avec qui. Nous n'irons pas ensemble. Est-ce que précisément, elle a eu des difficultés ou est-ce que c'était un long fleuve tranquille? Alors évidemment, changer de vie à 45 ans, quand on a des enfants, quand on est habitué, comme vous le disiez, à un certain confort, évidemment, c'est jamais facile, surtout l'entrepreneuriat en France. Déjà, elle avait plusieurs contraintes. Ses adolescents habitaient, ses enfants ados habitaient à Paris, donc il fallait qu'elle trouve un hôtel qui soit dans Paris. Ensuite, évidemment, pour le financement, c'est hyper compliqué parce que, surtout sur les projets solidaires, les banques ne croient pas en la solidarité ? Les fonds d'investissement, les banques ne croient pas généralement ce type de projets qui sont ultra novateurs. Donc, elle a quand même été financée par un fonds à impact social, qui sont donc des financements qui sont dédiés à ce type de projet, mais qui sont encore trop rares en France, malheureusement. Et puis, elle a dû abaisser légèrement son niveau de vie, mais elle a trouvé une harmonie et un sens qui compense largement. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Davina. Je trouve ça fabuleux. Alors c'est ça, j'allais vous demander votre réaction, donc c'est celle-là votre réaction. Ah oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que ça, c'est vraiment être d'un service incroyable pour tous les gens. Et rester dans le monde, donc. Les gens en difficulté, là, c'est extraordinaire. C'est l'aide au plus juste. C'est-à-dire, c'est pas je t'aide, je te donne ce dont tu as besoin immédiatement. C'est je te donne le moyen de t'en sortir. C'est ça l'aide véritable. C'est de donner aux autres le moyen de pouvoir s'aider eux-mêmes. C'est ce qu'elle fait. Ça me fait penser à un proverbe qui dit « Ne lui donne pas à manger s'il a faim, apprends-lui à pêcher ». Bah oui. Et elle est là-dedans. Apprends-lui à... Eh ben c'est ça, en fait, le social calling, c'est vraiment ce déclic qui fait qu'à un instant, vous vous dites, eh bien, j'ai envie d'agir et j'ai envie d'agir pour améliorer la vie des gens. Voilà, moi, je l'ai conceptualisé comme ça. Donc, on a tous en nous, comme vous le disiez, Pascal, une petite graine de social calling qui est prêt à éclore et à pousser. Juste une toute petite chose peut-être à souligner, qui n'a pas été dite, c'est que dans ces processus de changement, il y a un questionnement énorme vis-à-vis du futur, vis-à-vis de ce dans quoi on s'engage. Mais il y a aussi le renoncement. Il y a un problème avec, une question en tout cas, avec le renoncement. Ce qu'on laisse derrière soi, est-ce qu'on a vraiment envie d'y renoncer ? Parce que ça va favoriser la réussite du projet. C'est vrai. Bon, Luc n'a pas renoncé à sa mèche de cheveux, tu la gardes pour l'instant. Mais tu vas nous demander ce que tu peux dire après ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et tu vas nous parler de quelqu'un qui a aussi changé sa vie. Oui, parce que chaque semaine, on vous présente une initiative portée par une candidate au prix Solidarité, version féminin européen, version féminine, le partenaire de Mille et une vies. Et cette semaine, je vais vous parler d'une femme formidable, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Catherine Marquet, elle a 64 ans. Et elle a toujours voué sa vie à aider les autres, et plus précisément, à aider les plus démunis. Alors l'histoire de Catherine Marquet commence en Inde. Elle a la chance de vivre en Inde, puisque ses parents vivent là-bas. Et son papa travaille aux Nations Unies. Et par le fait qu'il travaille aux Nations Unies, eh bien, un jour, il lui permet de rencontrer ce personnage extraordinaire qui est Mère Teresa. Déjà, à l'âge de 9 ans, elle rencontre Mère Teresa, et là, c'est le coup de foudre. Elle est vraiment passionnée par l'action qu'a cette femme auprès des plus pauvres, notamment en Inde. Et je te coupe parce que effectivement, vous racontiez que vous avez rencontré le Dalai Lama, et que du coup, moi, je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre. Mais ces êtres si particuliers, parce que vous avez rencontré des millions d'êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier qui va provoquer... Ils portent en eux le message qu'ils diffusent. Ils le portent vraiment, ils l'incarnent. C'est une force considérable. Oui. Et donc elle rencontre à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Et toute son enfance, elle va la passer, dès qu'elle a un moment de libre, avec Mère Teresa, dans des actions au quotidien auprès des plus démunis en Inde. Tu m'étonnes qu'elle va changer de vie. Oui. Tu m'étonnes qu'elle va aider les autres. Elle a été inspirée, on peut dire. Elle a eu un sacré modèle, on va dire. Et... devenue jeune adulte, elle retourne à Nice, parce qu'elle vivait là-bas, à la base. Et à Nice, elle devient psychothérapeute. Voilà, comme vous. Et là, elle a un cabinet. Bon, elle aide les gens à sa façon. Et environ à la cinquantaine, au début des années 2000, eh bien, elle décide carrément de changer de vie, de monter une association qui s'appelle Notre-Dame de la Paix.
Et là, elle se dit, bon, ben, les mots, c'est bien pour aider les gens, mais elle était en manque d'action. Et donc, là, première action, elle se rend compte en tout cas que dans sa ville, il n'y a pas, au début des années 2000, d'infrastructures pour pouvoir aider les familles dans le besoin. Et donc, elle se débrouille pour avoir un local auprès de la mairie où il y a une cuisine. Elle fait le tour des banques alimentaires, des commerçants du coin. Et tous les jours, elle donne 300 repas aux plus démunis, voilà, parce qu'ils ont faim et qu'il n'y avait rien à l'époque. Il y a des obstacles ? Alors, il y a des obstacles. Les obstacles, elle les rencontrera plus tard, parce qu'en 2011, on lui retire son local, on lui retire les subventions qu'elle avait. Mais c'est des changements de alors que c'est toujours nécessaire. Alors que c'est toujours nécessaire. La croissance, mais elle ne se décourage pas, et les repas, avec ses bénévoles et avec des religieux avec qui elle travaille, elle les fait depuis chez elle, et elle ne se décourage pas, et elle continue à leur donner à manger. Elle organise des collectes, sa maman est vietnamienne, donc elle a une sensibilité avec ce pays, donc elle collecte des fonds, elle envoie des fonds pour des associations au Vietnam pour aider les enfants pauvres à pouvoir poursuivre leurs études. Voilà. Et elle est toujours dans l'action, quoi. Toujours dans l'action. Hyper active, elle ne se décourage pas. Alors aujourd'hui, elle a 64 ans, elle dit qu'elle est un peu fatiguée. Elle aimerait bien que quelqu'un la relaye auprès de l'association, mais maintenant, elle a un nouveau projet, c'est d'aider les personnes âgées seules, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. L'appel est lancé. Et l'appel est lancé. Donc si quelqu'un a envie d'aider Catherine et d'aider l'association Notre-Dame de la Paix à Nice, on peut y aller. On est plus dynamique, mais il n'habite pas Nice encore. Donc votre réaction, vous n'avez pas croisé Mère Teresa à l'âge de 9 ans, mais comment vous expliquez que dans votre cas par exemple, parce qu'en fait ça démarre au départ hyper séclé, et puis là les serruriers lui demandent presque 1 000 €. Donc vous dites, waouh, je veux faire la même prestation pour que les gens ils puissent y avoir accès. Ça vient d'où ça ? Je pense qu'il y a une partie d'éducation qui est... Alors je ne vais pas dire que ça vient de mes origines, parce qu'on peut avoir plein d'origines différentes et être dans le partage, mais... J'ai passé mes vacances en Algérie, je passais mes étés là-bas et on n'avait pas grand-chose en fait. Je m'amusais avec des cailloux, j'allais pêcher, j'avais un bout de ligne et ça m'amusait. Donc finalement, la réussite matérielle, elle m'intéresse pas tant que ça, et je sais que j'ai passé les meilleurs étés en essayant de pêcher des poissons avec une casquette. Et finalement, j'ai réussi, mais... Vous avez inventé une nouvelle méthode de pêche. Ça a plutôt bien marché. La pêche à la casquette. Ce coup de chapeau. En Amérique, il paraît que ça fait un triomphe de casquette. On verra si j'ai lancé la mode, mais... Fishing. Je pense que si je prends un client 1 000 €, au final, je ne m'aide pas tant que ça, parce que finalement, il ne reparlera pas de moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire un petit cours du marché du dépannage, mais... Oui. Aussi, ok. On est pour. Alors, le marché Est-ce qu'on peut nous amener le grand tableau blanc ? En 30 secondes 30 secondes aujourd'hui, quand vous cherchez un professionnel sur Google. Et pour apparaître, le professionnel doit en fait faire une enchère. Et le système d'enchère, en fait, génère une hausse des prix. Donc le premier artisan décide de payer 5 €, l'autre 10, puis finalement, il en vient à payer 500 € uniquement pour apparaître. Et donc ces 500 €, finalement, c'est vous qui allez les payer. Donc aujourd'hui, nous, on ne communique pas sur Google de manière à réduire les coûts. Voilà. Donc c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille principalement. Donc vous mieux être satisfaisant comme service. On essaye, on a un taux de satisfaction qui est très élevé. Vous ouvrez les portes. On ouvre les portes, on ferme les robinets, on ferme les fenêtres. Voilà. Comment il sait parler aux femmes, je ferme les portes. J'ouvre les portes et je ferme les robinets. Et pas l'inverse. Vous vouliez faire une intervention. Oui, parce que moi, je me dis, parmi tous les téléspectateurs qui vont regarder cette émission, ça serait intéressant qu'ils ne pensent pas qu'il faille nécessairement transformer sa vie d'une manière extraordinaire ou faire même des choses extraordinaires, vivre des aventures improbables que seules certaines personnes peuvent vivre. Je pense que quand on parle, parce on a parlé beaucoup de renoncement, pour pouvoir atteindre justement certains buts qui donnent vraiment le bonheur. On a parlé de renoncement. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « Oui, mais alors bon, moi, j'ai pas envie de renoncer. Alors qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que moi, j'ai pas droit au bonheur que... » Voilà.
Et je pense que si simplement on renonce à ces colères les plus terribles, si on renonce à ces désirs absolument impossibles à atteindre parce que hors de propos, eh bien ça c'est vraiment c'est le vrai renoncement. C'est en plus fait. dur, ouais. C'est le vrai renoncement. C'est peut-être le plus dur, mais en tout cas c'est le vrai. Je crois qu'on peut tous arriver à changer de vie. C'est-à-dire à se changer de vie, pourquoi faire? Pour avoir une vie meilleure, donc pour avoir une vie plus heureuse. On peut le faire à partir de sa propre ouverture du cœur, à partir de se dire, finalement, voilà, aider les gens, eh bien, je deviens souriante, je deviens accueillant, je deviens plus... voilà, c'est sans avoir besoin de faire des choses colossales, extraordinaires, juste devenir un bon être humain. C'est tellement vrai. Vous avez raison. Finalement, on peut changer sa vie en faisant pas grand-chose. Et ça fonctionne, faut pas chercher trop loin en fait. Ouais. Et surtout s'écouter et voir à quels besoins on doit répondre pour avancer, pour aller de l'avant. Là où on est avec ce qu'on a. Juste petite précision, toutes ces initiatives justement, Québec qui change le monde, l'hôtel d'Émilie, le documentaire de Marc, ah oui, d'Anne-Sophie, mais présenté par Émilie, et l'association de Catherine dont je vous ai parlé, vous retrouverez tout ça sur le site internet de 1001 vies, on vous le promet. Pour changer de vie. Merci camarade. Et puis, je rappelle que Davina ne s'est pas retirée du monde, elle continue d'enseigner, de transmettre et le yoga et quand elle écrit un livre, figurez-vous que ça aide ailleurs, puisque vous avez dit que c'était finalement une des familles tibétaines qui était en Inde. Oui, c'est un village tibétain en Inde. Oui. Mmh. Oui. Et donc, du coup, voilà, 12 bonheurs pour une vie heureuse. Il y a aussi le bonheur selon Bouddha. Donc, merci sincèrement d'être venu nous voir. Merci à vous. De nous donner de vos nouvelles. On repart content de vous avoir retrouvé. Merci à cette émission, c'est une très belle émission. Bon, merci beaucoup. Qui sert à quelque chose. Je crois que effectivement, vous portez le message que vous êtes en train de transmettre. Et puis, eh bien, je ne le savais pas, mais Thomas Zaruba, qui nous a raconté comment finalement il a tout lâché pour faire de la musique, parce que c'était ça qui était important, eh bien, c'est une musique dont les gens se servent parfois en méditation. Ah oui, je trouve ça très beau, parce qu'elle est utilisée dans plein de circonstances différentes, ma musique. Il y a des femmes enceintes qui vont rechercher des sensations différentes en écoutant la musique avec leur nouveau-né, enfin avec le futur nouveau-né. Le futur bébé. C'est joli. Des parents qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire dormir leur enfant depuis 6 mois parce qu'il se réveille tout le temps, il crie, il pleure. En écoutant l'album, le gamin s'est calmé et puis les parents peuvent avoir du temps pour eux maintenant. Donc c'est une musique qui soigne. C'est le healing en anglais, c'est ça, c'est la musique de santé, la musique qui guérit. On parle aussi de musicothérapie maintenant, et je crois que le message qui m'a plus touché, c'était le message d'une famille à Nice qui m'a acheté l'album et qui m'a dit que depuis... Enfin, ils étaient une famille de 6, ils sont plus que 5, parce qu'ils ont perdu un enfant dans les attentats du 14 juillet. Et ils m'ont dit, depuis qu'on écoute votre album, en fait, cette musique, c'est un médicament pour la reconstruction de notre famille. Wow. C'est fou, parce que moi, le succès, je l'ai touché le jour où j'ai reçu ce mail. Et puis vous l'avez composé à la suite des attentats. Mais il y a, voilà. Et le jour où j'ai donné le concert à l'ambassade tchèque, c'était le jour où j'ai appris qu'il y avait à Westminster, à Londres, encore un attentat. Vous avez un relais avec les attentats. Hein. C'est terrible, hein. Oui. Non, c'est pas terrible. Enfin, c'est terrible. Force est de constater que c'est là et que je ne suis pas à ces endroits-là jusqu'à présent. Donc je touche du bois. Et vous essayez de faire du bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu raconter comment vous avez affronté vos peurs pour changer de vie. Merci les camarades. Merci beaucoup. Merci. On va suivre de très près vos aventures. Merci Pascal. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Et puis, merci à vous. J'espère que ça vous a inspiré, rassuré, réconforté si vous avez comme ça envie de changer des choses dans votre vie. Et on se retrouve très très bientôt sur France 2. Les invités que nous recevrons demain n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à la maternité pour accoucher. Une naissance rocambolesque entre rire et larmes. Ma maman me dit, surtout stop, ne pousse pas. Maman, tu as eu 6 enfants, explique-moi comment tu fais pour pas pousser. Le 4 septembre 2014, Sandrine est prise de contraction chez elle. Ne voulant pas inquiéter le futur papa, elle attend la dernière minute pour se rendre à l'hôpital. Je perds les os devant la maison, dans le jardin. Je sentais que vraiment elle était très très basse. Nicolas sait alors qu'ils vont devoir gérer la situation par eux-mêmes. À ce moment-là, j'ai vu une petite boule, donc je me suis dit ça c'est la tête. C'est pour moi. Enceinte de son 4e enfant, Carole part pour l'hôpital dès les premiers signes. Mais une fois sur place, on la renvoie chez elle. Carole souffre, mais elle tient bon jusqu'au lendemain. J'ai l'impression que ça explose à l'intérieur. Ma maman me dit « Comment ça va ?» Et je suis comme ça. « Ça va !» Sabine fait tranquillement les courses au supermarché avec sa mère lorsqu'elle perd les os. Une fois aux toilettes, elle comprend vite qu'elle va devoir accoucher sur place.
Donc je lui ai dit, tu prends le sac de course, tu me donnes une bouteille d'eau, faut que je mange et que je boive, et après, c'est parti, quoi. Cindy, elle, a juste eu le temps de dire oui à son mari avant d'accoucher dans le hall de la mairie. Je me suis retrouvée nue dans l'entrée de la mairie. Tous les gens qui étaient sur la place applaudissaient. Et moi, j'étais prête à retourner faire la fête.